Bonjour et bienvenue sur Algomus. Dans la série de la programmation Shell en environnement Unix Linux, et principalement le Shell Bash, nous allons voir dans cette vidéo le mécanisme de boucle. Alors le mécanisme de boucle, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu dans les autres langages de programmation. C'est une structure qui permet en programmation d'effectuer plusieurs fois la même instruction, un nombre déterminé de fois, ou alors basé sur une condition de début ou de fin. Si vous avez déjà utilisé d'autres langages de programmation, les boucles, c'est typiquement des structures que vous avez utilisées comme le do-while, les structures while, ou alors la boucle for qui permettent d'utiliser un compteur incrémental pour parcourir une boucle dans un nombre donné de fois. Les mécanismes de boucle sont assez similaires dans la programmation Shell, et nous allons voir les différentes façons de passer à travers plusieurs instructions. Pour cela, je vous propose de voir le mécanisme de boucle au niveau du Shell Bash, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec les autres langages de programmation. J'ai discerné 3 façons de faire une boucle dans un langage Shell. Vous avez la possibilité de boucler en attendant l'invalidation d'une condition, ou alors tant qu'une condition est vraie. Ça, ce sont des boucles while, ou alors les boucles until, qui sont disponibles aussi dans certains langages de programmation. Comment fonctionne ce genre de boucle? Eh bien tout simplement, il fonctionne grâce à une condition, et la boucle tourne pendant que cette condition est vraie, ou alors jusqu'à ce que cette condition soit vraie, et donc il faut que quelque chose au cœur de la boucle puisse modifier la valeur qui sera à chaque fois évaluée à chaque tour. On peut boucler sur une liste de valeurs, ça c'est par exemple la boucle que vous avez en Python, qui permet de parcourir chaque élément d'un tableau. Ça existe aussi en C++, je suppose que ça existe dans tous les langages modernes. C'est-à-dire que vous donnez un objet itérable, vous donnez un tableau, vous donnez une liste, vous donnez un vecteur, et en fait, vous avez une variable de parcours qui va prendre l'une après l'autre les valeurs de chacune de cet objet itérable. Enfin, vous pouvez boucler sur un nombre donné d'itérations. Donc là, c'est typiquement la boucle for que vous retrouvez dans les autres langages de programmation. Vous donnez une variable de parcours, vous donnez quelle est sa valeur de départ, vous donnez quelle est sa valeur de fin, et vous donnez le pas, c'est-à-dire la valeur d'incrément à chaque tour de boucle, et ça va vous permettre de définir à l'avance combien de fois vous allez passer dans la boucle. Je vous propose de détailler un petit peu ces 3 méthodes de faire des boucles et de voir à chaque fois un petit exemple qui va illustrer la façon de parcourir ces différentes boucles. La première boucle que nous avons vue, c'est la boucle tant que. Donc une boucle tant que, elle s'exécute tant qu'une condition spécifiée est vérifiée. Donc on retrouve un petit peu, au niveau de la condition, exactement la syntaxe qu'on avait dans la structure si alors sinon. Cette syntaxe qui est entre crochets, on met le test entre crochets, ce qui entre crochets est évalué. Cette évaluation retourne soit vrai, soit faux, et c'est à partir de cette évaluation en fait qu'on va faire un tour de boucle. Si on utilise l'instruction while, c'est que tant que cette condition est vraie, on va continuer à faire la boucle. On peut remplacer le mot-clé while par le mot-clé until, et donc la boucle va tourner jusqu'à ce que cette condition soit remplie. Donc c'est vraiment un mécanisme de boucle qui se focalise uniquement sur une condition et qui vérifie à chaque tour de boucle cette condition, l'évalue et regarde selon qu'elle soit évaluée à vrai ou à faux, en fait si on continue ou non la boucle. On va voir directement comment tout cela fonctionne. On va écrire un petit programme qui va nous demander avec insistance si on veut un café. Et nous, il attend de notre part que nous répondions oui ou non, puisque c'est les seules réponses qu'il accepte. Et tant que la réponse ne sera ni oui ni non, en fait, le script continuera à demander si nous voulons un café. Donc là, on voit bien qu'il y a un mécanisme de boucle qui se met en place, et dont la fin est basée sur l'évaluation d'une condition. Là, il va arrêter de boucler au moment où il aura une réponse satisfaisante, soit oui, soit non. Essayons de voir comment on peut mettre ce genre de choses en place. Je vais directement reprendre mon éditeur Notepad++. Je vais directement enregistrer sous mon répertoire temp et je vais l'appeler café.sh. Je vous rappelle l'extension sh pour les scripts bash. Je vais commencer par lui dire que je vais écrire mon script en bash et je vais effacer l'écran. Donc, qu'est-ce que j'attends en fait? Eh bien, je vais demander à l'utilisateur, dans une première chose, est-ce que vous voulez un café? Voilà, et cette demande, je vais la stocker
dans une variable que je vais appeler rep, comme ma réponse. D'accord? Donc, ensuite, il me reste à mettre en place ma boucle while, tant que, là je vous rappelle, il y a toujours un espace, les crochets sont toujours entourés d'espace, sinon vous allez avoir des problèmes dans les tests. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? C'est, tant que ma réponse, là, est différent, on peut utiliser différent d'égal, puisque c'est de la comparaison entre chaînes ici, est différent de lui, espace, on va mettre l'opérateur logique et, tant que la réponse est différent de non. Donc j'accepte uniquement deux valeurs qui sont oui et non, et tant que la réponse n'est pas oui et tant que la réponse n'est pas non, donc c'est une réponse que je n'ai pas compris. Donc je rentre dans le corps de ma boucle, j'ai un do done, cette fois-ci la structure, on n'a pas un while écrit à l'envers cette fois-ci, on a une structure qui est délimitée par do done. Donc do c'est le début des instructions qui vont être exécutées dans la boucle, done c'est la fin de la boucle. Donc do, qu'est-ce que je vais faire? Et bien tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais lui reposer la question jusqu'à ce que j'ai en fait ma réponse. Cette réponse je vais pouvoir l'évaluer ensuite. Si de la rep égale oui, au final, et bien qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai oublié le cote. Ça c'est vraiment bien, la coloration syntaxique permet rapidement de savoir si on a équilibré les cotes également. Là vous voyez j'avais oublié une cote, le z ne se colorait pas, et directement ça a tiré mon œil sur l'erreur. Donc echo, voici votre café. Et on va faire un else. Donc else ce serait forcément non, puisqu'effectivement on ne sort de la boucle que quand la réponse est oui ou non. Donc quand on est au-delà de la boucle, les seules possibilités de réponse sont oui ou non. Donc quand on est dans le else, on est forcément dans le cas où l'utilisateur a répondu non. On peut dire je ne sers malheureusement que du café. Voilà. Donc on ne peut rien pour notre utilisateur. Et on termine notre notion de boucle. Voilà un petit programme très simple en fait, qui va donc lire une réponse de notre utilisateur, qui va tester cette réponse, et tant que la réponse n'est pas une réponse conforme, eh bien on repose la question. Donc c'est quelque chose qui peut être en fait mis dans énormément de programmes qui va vérifier en fait la saisie de l'utilisateur. C'est exactement le même principe qui est fait par exemple quand vous avez un formulaire en ligne que vous le remplissez et au moment de le valider, en fait une case se colore en rouge en disant eh bien le format de cette donnée n'est pas une date qui correspond. Ou alors là on vous demandait un code postal, vous avez rentré des lettres, c'est pas possible. Quelque chose comme ça. Donc là, on a la possibilité de vérifier en fait la saisie de l'utilisateur. Je sauvegarde, on va voir tout de suite si ça marche. Je prends ma fenêtre Cygwin, je suis dans le répertoire temp, et je vais lancer mon programme qui s'appelle café.sh. Donc, comme j'avais fermé ma commande Cygwin, le pass n'a pas été pris en compte, c'est pas grave, je vais le lancer avec point. Ici vous voyez que j'ai plein d'erreurs, mais ça vous commencez à connaître ces erreurs là, c'est parce que j'ai enregistré mon fichier au format Windows. Je vais le convertir en Unix tout de suite, le re-sauvegarder, et cette fois-ci je vais relancer. Est-ce que vous voulez un café? Je réponds n'importe quoi, il me redemande est-ce que je veux un café, je réponds toujours n'importe quoi. Est-ce que vous voulez un café? Cette fois-ci je réponds oui, voici votre café. Et donc si je répondais non directement, je ne sers malheureusement que du café, il serait passé dans la deuxième alternative, l'alternative du non. Donc vous voyez cette notion de boucle en fait, ça va continuer à vous poser la question tant que vous ne répondez pas à quelque chose qui est reconnu. Donc on a bien cette notion de boucle qui est basée sur une condition, et cette condition c'est la vérification que la réponse est bien égale à oui ou alors qu'elle est égale à non. On aurait la possibilité par exemple, là c'est tant que la réponse est différente de oui, tant que la réponse est différente de non, il aurait tout aussi était possible de remplacer while par until. Until, en fait, prend l'inverse de la condition, c'est-à-dire qu'elle demande la boucle jusqu'à ce que la condition soit remplie. Et jusqu'à ce que la condition soit remplie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on tourne jusqu'à ce que ou la réponse est égale à oui, ou la réponse est égale à non. Et là, on a une boucle qui est équivalente. On a juste retourné, en fait, la condition. Si je relance pour café.h, je mets n'importe quoi, je mets n'importe quoi, je mets n'importe quoi, et je réponds oui, et j'arrive au bout.
Donc en fait, c'est deux façons de voir finalement le même problème. Est-ce que je boucle tant que la condition est vraie, ou est-ce que je boucle tant jusqu'à ce qu'une condition soit vraie? Deux structures en fait qui finalement sont équivalentes. Voyons voir maintenant le mécanisme de boucle pour chaque. Donc la boucle, c'est pas la boucle la boucle classique qui permet d'avoir une valeur incrémentale. Là, on est la boucle pour chaque qui, de temps en temps, dans le langage de programmation, vous avez par exemple les for each. Ou alors, dans certains langages de programmation comme le Python ou le C, la syntaxe est encore plus simple, vous avez la variable de points et la structure que la variable doit parcourir. Soit un vecteur, soit une liste, soit un tableau, c'est toujours un élément avec plusieurs éléments. Et la variable de parcours va prendre systématiquement la valeur, l'une après l'autre, de chaque élément de cette structure plus complexe. Donc là, c'est exactement cette possibilité qui nous est offerte en script shell sous bash. On va en fait avoir une variable qui va parcourir tous les éléments d'une liste et qui va prendre successivement toutes les valeurs de cette liste. Donc, pour l'illustrer, cette structure, on va écrire un petit programme qui va compter jusqu'à 10 en caractères. La variable va parcourir la liste des chaînes de caractères représentant les nombres. Donc en fait, c'est quelque chose de très simple. On va constituer une liste, finalement, avec tous les noms de chiffres entre 1 et 10, et on va parcourir cette liste et à chaque fois afficher les variables. Donc on fait juste un petit point sur la syntaxe. On va utiliser le for, on va avoir une variable de parcours, le mot-clé in, puis un objet sur lequel on peut itérer, et enfin on retrouve un peu cette structure do, down, qui va délimiter en fait le début et la fin des instructions qui vont être exécutées dans la boucle. Encore une fois, je vous propose de voir ça directement au travers d'un petit exemple. On va se créer une nouvelle fenêtre, on va enregistrer directement ça sous compte, on va appeler ça compte.sh. Je vais tout de suite l'enregistrer au format Unix avant d'oublier. Encore une fois, on commence à avoir les bons réflexes de dire je vais programmer en bash, je vais effacer mon écran, et je vais avoir maintenant ma structure for, qui va avoir une variable de parcours que je vais appeler mavar. On a le mot-clé in qui va spécifier que mavar en fait va prendre successivement les valeurs qui sont dans la structure qui va suivre. Et là, qu'est-ce que je vais lui donner? En fait, je vais lui donner une liste de valeurs. Donc, tout simplement 1, espace, 2, espace, 3. Vous avez saisi où je vais en venir. Je ne vais pas tous les taper, je vais juste les prendre et les copier. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en lettres. Vous voyez la structure dans laquelle j'ai mis la liste, j'ai juste pris tous les éléments et je les ai séparés par un espace. Encore une fois, on a cette structure toujours où séparer un espace, c'est en fait séparer des arguments. C'est pour ça que je vous avais dit quand un argument est une phrase et que les mots sont séparés par des espaces, il faut que cette phrase en fait soit entre côtes pour que le système le voit en fait comme un seul paramètre et pas comme plusieurs paramètres. À chaque fois qu'il y a un espace, il va considérer que c'est plusieurs paramètres. Donc, je vais prendre ma structure de données, on connaît maintenant do, down pour dire le début et la fin, et je vais écrire echo, par exemple, nombre, et cette fois-ci, je vais écrire $var, $mavar. Et normalement, si tout se passe bien, vous allez voir que mavar, le premier tour de boucle va prendre la valeur 1, le deuxième tour de boucle va prendre la valeur 2, et ainsi de suite, successivement, jusqu'au nombre 10. Vérifions si tout fonctionne. On va compte.sh, nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4, nombre 5 et jusqu'à nombre 10. Ok, tout fonctionne. Là, on a vu maintenant comment est-ce qu'on peut donner un objet itérable, une liste de valeurs à une boucle et parcourir cette liste de valeurs. Là, le traitement, il est juste de l'affichage, mais on pourrait, par exemple, imaginer qu'on a une liste et chaque élément aurait un calcul qui est fait dessus, un traitement différent. Très bien. Donc, cette structure nous permet de parcourir une liste, un élément itérable. Nouvelle façon de parcourir les boucles en programmation shell. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous voyez que j'ai généré en fait cette liste à la main. Ce qui n'est peut-être pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, puisque effectivement ça me prend du temps, j'ai dû écrire tous les nombres. Bon là je les avais déjà préparés, je les ai copiés-collés, mais
on aurait pu peut-être trouver une solution un petit peu plus habile qui aurait permis justement de faire générer cette liste, soit par une commande, soit par un autre petit programme qu'on aurait déjà écrit. Et vous voyez en fait que là, la syntaxe de la liste que j'ai écrit ici, en fait elle est toute simple. J'ai juste séparé tous les éléments par un espace. Donc on pourrait se dire, si j'arrivais à trouver une commande qui pouvait me générer cette liste-là, je pourrais finalement parcourir le contenu d'une commande. Eh bien, c'est exactement ce que propose Linux, la programmation Bash sous Linux. On peut récupérer le résultat d'une commande et parcourir le résultat de cette commande. Et donc ça évite justement d'avoir à écrire toutes les valeurs sur lesquelles on veut parcourir. Et pour ça, on va écrire un petit programme qui va parcourir le contenu retourné par la commande ls. Donc je vous rappelle, si jamais je suis sous mon répertoire courant ici et que je tape ls, vous vous rendez compte que je vais récupérer tous les noms de scripts qui sont dans mon répertoire courant. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est, par exemple, si je voulais faire un traitement particulier sur chacun des fichiers, ce que je pourrais faire, c'est maintenant récupérer la commande ls et avoir, en fait, dans la variable de parcours, chaque fois, le nom d'un nouveau fichier ou le nom d'un nouveau répertoire qui est contenu dans mon répertoire courant. On va voir comment on fait ça directement avec un petit exemple. Donc, nouvel exemple. On va écrire, on va l'enregistrer sous, et on va mettre ça résultat de ls, donc ls.sh. Je vais l'enregistrer au format Unix, et vous commencez à connaître maintenant la syntaxe. On est en bash, on efface l'écran, et qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va reprendre notre syntaxe. On va déclarer une variable, et cette fois-ci, on ne va pas déclarer une liste complète, on va déclarer le retour de la commande ls. Mais là, si j'utilise ls comme ça, en fait, mon interpréteur ne va pas comprendre exactement de quoi je parle. Moi, ce que je veux, c'est pas la variable ls, c'est pas la chaîne de caractères ls, mais ce que je veux, c'est le retour de la fonction ls. Et on avait vu que exécuter une fonction, ça se faisait très simplement avec les backcotes, donc celle que vous tracez avec ALTGR et le 7 de votre clavier, quand vous avez un clavier AZERTY, c'est-à-dire c'est cet accent grave en fait, là c'est l'accent grave uniquement, sans lettre en dessous, et qui va nous permettre en fait d'exécuter la commande ls et de récupérer le contenu de la commande ls. Donc là, je peux faire un do, je peux faire un down, directement, et qu'est-ce que je veux faire? Eh bien je veux faire par exemple un echo, où on va écrire le fichier $mavar. Et vous allez voir normalement que la commande ls va retourner tous les fichiers et répertoires du dossier dans lequel je suis, et on va parcourir un à un ces fichiers, et on va tous les écrire, si tout cela fonctionne correctement. Donc j'ai appelé mon programme resls, voilà, et vous avez le fichier de tous les fichiers qui sont contenus dans mon répertoire courant. Donc on a encore notre script café, on a encore les scripts compte, et ainsi de suite. Si maintenant je voulais par exemple faire la distinction entre les répertoires et les fichiers courants, je pourrais par exemple créer deux répertoires qui seraient rep1 et rep2. Ouais, je suis bourré d'imagination aujourd'hui. Et donc là, si on fait la commande ls, la commande ls-lia par exemple, on va voir qu'ici on a plusieurs répertoires qui sont symbolisés par des D, qui sont rep1, rep2. Donc maintenant, si je ne voulais traiter que les répertoires, il suffirait que en fait, je fasse mon test. Est-ce que ma var, finalement, est un répertoire? Donc je mettrai mon zen, et pour finir la structure if, on l'avait vu, on a bien fi, et on va relancer ça. Voilà. Et vous voyez que cette fois-ci, en fait, il n'a affiché que les répertoires qui sont rep1, rep2 et test1, et il a laissé tomber tous les fichiers. C'est bien ce que je lui ai demandé, avec le -d, c'est bien ce que je lui ai demandé, le -d qui veut dire directory, qui permet de voir si ma var est le nom d'un répertoire ou est le nom d'un fichier. S'il est le nom d'un répertoire, il me l'affiche, s'il est le nom d'un fichier, en fait, il ne me l'affiche pas. Donc, j'ai bien le résultat que je pensais obtenir. Ok, tout fonctionne.
On va voir maintenant le mécanisme de boucle qui est peut-être le plus classique pour les personnes qui ont déjà développé dans un autre langage, c'est la boucle avec compteur. Donc là, c'est vraiment la boucle for qui va déclarer une variable, qui va parcourir un nombre de valeurs, qui va prendre une valeur par défaut, puis il va être incrémenté d'un certain pas, il va faire plus 1 à chaque tour de boucle, ou plus 2, ou moins 1 même, et on va arriver à une valeur finale. Et quand la valeur finale sera atteinte, ça voudra dire que j'ai terminé mon tour de boucle. Donc la boucle compteur, elle fonctionne vraiment comme dans les autres langages de programmation. Il y a toujours cette notion de variable, valeur de début, pas et valeur de fin. En fait, il suffit de faire parcourir notre compteur la liste des nombres générés par la commande sec. En fait, il n'y a pas de structure spécifique par rapport à ce qu'on a déjà vu. On vient de voir qu'on peut parcourir tout ce qui est renvoyé par la commande ls. Et bien là, on peut tout simplement utiliser le retour de la commande sec. Alors sec, encore une fois, c'est une commande, donc si jamais vous voulez plus d'informations sur la commande sec, elle peut faire énormément de choses, elle peut formater les données également qu'elle a, mais son but est effectivement de pouvoir compter, d'avoir une liste de nombres. Et donc ce que l'on va utiliser, c'est que la valeur sec, par exemple si je l'utilise avec un argument, si je mets sec 10, en fait il va compter, il va partir de la valeur 1 et il va aller jusqu'à 10. Si je mets deux arguments, par exemple 2 et 6, il va compter à partir de 2 jusqu'à la valeur 6. Et donc, ça, avec deux arguments, c'est la valeur de début et la valeur de fin. Et si je lui mets trois arguments, par exemple 1, 2 et 10, vous voyez qu'en fait, il est parti de 1, il a compté jusqu'à 10, mais en fait, il a utilisé un pas de 2, c'est-à-dire qu'à chaque tour, il a incrémenté la valeur de 2. 1, 3, 5, 7, 9. On voit que c'est tous les nombres impairs. Donc, il est possible de spécifier exactement ce qu'il nous faut dans la boucle for, c'est-à-dire une valeur de début, une valeur de fin, et un pas, le nombre, en fait la valeur qui est incrémentée à notre compteur à chaque tour de boucle. Donc avec cette fonction sec, on a la possibilité finalement de créer une boucle for exactement comme on l'a fait avec la commande ls. Sauf que cette fois-ci, la variable ne va pas parcourir les répertoires et les fichiers d'un dossier, mais va parcourir les nombres qui sont retournés par la fonction sec. Donc, sur la structure même de la boucle, on n'a pas beaucoup de différence. On a toujours ce mot-clé for qui introduit une variable qui va parcourir tous les éléments retournés par la séquence. Et ensuite, on a des délimiteurs de notre bloc qui vont être réalisés dans la boucle, introduits par un do et terminés par un done. Et toutes les commandes qui vont être entre do et done vont être exécutées le nombre de fois spécifié par la séquence de la boucle. Je vous propose encore une fois de voir un petit exemple. Nous allons écrire un script qui nous affiche l'étape de multiplication de 0 à 10. Donc on revient un petit peu à ce qu'on faisait en primaire, on avait les tables où on avait les nombres de 0 à 10, et des nombres en colonne de 0 à 10, et à chaque fois on avait sur l'intersection la multiplication des deux nombres. Donc là on voit en fait qu'il va nous falloir un compteur qui compte de 0 à 10, un deuxième compteur qui va compter de 0 à 10, et puis ces deux compteurs on va les multiplier, et leur multiplication va donner finalement le résultat de notre opération. On va utiliser la commande let, qu'on avait déjà vu, qui permet d'évaluer une chaîne de caractères, et de l'évaluer comme si c'était une commande. Et c'est avec ce let et cette chaîne de caractères en fait, qu'on va construire notre table de multiplication. Donc, on va reprendre l'éditeur directement. On va se créer un petit fichier script qui s'appelle table.sh. On va à nouveau le mettre au format Unix. Là, on dit toujours qu'on va le faire interpréter par bash. On va toujours faire vider l'écran avant de commencer. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir dans cette commande? Eh bien, il va nous falloir déjà une variable i qui va parcourir la séquence de 0 à 10. Donc, cette séquence va commencer à 0, va s'interrompre à 10. On peut mettre 1 à 10, ouais, 0 à 10. On va laisser 0 à 10. Comme ça, on aura aussi la table de 0. Même si elle n'est pas super intéressante. Donc, encore une fois, si je veux que, là, je ne veux pas avoir la variable sec, la chaîne 0 et la chaîne 10, ce que je veux avoir, en fait, c'est le résultat de la commande sec. Et donc, je suis obligé de l'entourer de backquote. Tout simplement. Ici, j'ai ma structure de for qui commence, do, down. Donc, tout ce qui sera entre do et down va être exécuté finalement 11 fois.
11 fois de 0 à 10. Qu'est-ce que je vais faire dans ma boucle? Eh bien, je vais créer une deuxième variable qui, elle, va parcourir également la séquence des nombres de 0 à 10. Donc, je fais varier de 0 à 10 mon i, et pour chaque valeur de i, je fais varier j, encore une fois, de 0 à 10. Donc, c'est un mécanisme de boucle imbriquée. Si vous avez déjà programmé, vous avez déjà dû voir ce genre de structure. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Eh bien, il suffit maintenant que je me dise que mon produit est égal à $i multiplié par $j. Donc, i va parcourir les nombres de 0 à 10, et pour chacun des nombres, donc c'est-à-dire à partir du moment où i va valoir 0, on va parcourir j de 0 à 10. Donc on aura i fois j, la première étape va donner 0 fois 0, puis 0 fois 1, puis 0 fois 2, puis 0 fois 3, et quand il aura fini 0 fois 10, c'est i qui va s'incrémenter de 1, qui va passer à 1, et on va recommencer. On va faire 1 fois 0, 1 fois 1, 1 fois 2, et ainsi de suite. Il ne me reste plus qu'à écrire finalement le résultat de mon produit. Donc ce que je vais lui montrer, c'est que je vais prendre la valeur i fois la valeur j, fois la valeur de j, est égale à la valeur qui se trouve dans produit. Voilà. Et mon programme qui écrit les tables de multiplication est normalement déjà terminé. Là, ce que j'ai écrit, c'est j'ai écrit la valeur de i, j'ai écrit la valeur de j, et ça va donner la valeur du produit. Tout simplement. Donc je vais appeler ma fonction qui s'appelle table. Voilà. Alors, ça allait un petit peu vite, mais vous pouvez vous rendre compte qu'il m'a écrit les tables de multiplication. Donc, je vous rappelle que la première que j'ai écrite, c'est la valeur de i, puis la valeur de j. Et on retrouve bien que cette valeur de i, elle est à 0 au départ, et c'est la valeur de j qui, en fait, fait un tour de boucle. Et on a donc toutes les combinaisons de la table de 0. Puis, ma valeur de i passe à 1, et ensuite on voit que toute la valeur de j prend une fois de plus les valeurs de 0 à 10, et on récupère la table de 1. Et ainsi de suite, jusqu'à la table de 10, jusqu'à ce qu'on arrive à 10 fois 10, 100, et on a fini d'écrire nos tables de multiplication. Voilà pour les mécanismes de boucle en programmation shell sous bash. Encore une fois, je trouve personnellement que c'est un petit peu moins compliqué à mettre en place que sous l'environnement Windows, de ce qu'on a vu. Je trouve que c'est un peu plus logique. Il y a quelques différences qui sont faites, notamment sur l'exemple de table de multiplication, où là on n'a pas à spécifier justement que la variable est mise à jour à chaque tour de boucle. Donc c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de prendre en compte, en fait, le script le fait de lui-même. Si vous avez un doute là-dessus, vous pouvez reprendre la vidéo où on avait parlé des boucles en environnement Windows, et vous verrez la différence qu'il peut y avoir sur cet exemple, puisque j'ai pris les mêmes exemples pour que justement on puisse comparer facilement les structures en passant de l'un à l'autre. Donc là, ce qu'on a vu au travers de cette vidéo, c'est effectivement le mécanisme de boucle. On a vu qu'on avait cette notion de while ou de until qui permettait de boucler jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée, jusqu'à ce qu'une condition soit vraie, ou alors pendant qu'une condition soit vraie. Donc ça, c'est exactement until et while, c'est exactement la même façon dont on les utilise, par exemple, dans un autre langage de programmation. Le for, par exemple, est un petit peu différent, puisque lui se base essentiellement sur des listes. Soit des listes que nous avons constituées, comme on l'a fait dans l'exemple avec les nombres, soit dans les listes qui sont renvoyées par une commande. Et on a vu que beaucoup de commandes Unix renvoient finalement une liste. On a eu ls qui nous a renvoyé la liste des fichiers, et on a la commande séquence qui nous permet effectivement de simuler une boucle de for, comme si on avait une valeur incrémentale qui partait d'une valeur initiale, qui arrivait à une valeur finale et qui passait par un pas. Donc ce mécanisme en fait est très important et s'appuie finalement sur des commandes qui sont déjà présentes dans l'environnement Linux. On essaie de tirer le meilleur parti de ce qui existe déjà pour ne pas recréer des choses qui existent déjà. Et la commande séquence, eh bien, elle donne bien le nombre de départ, le nombre d'arrivées et le pas. Eh bien, au lieu de recréer ce mécanisme, en fait, on se base directement sur la commande séquence. Donc, on continue notre exploration dans l'environnement shell en bash, et on voit maintenant qu'on a ajouté à notre boîte à outils encore le mécanisme de boucle. Après la notion de variable, de structure conditionnelle, maintenant on peut utiliser des boucles. Donc on voit qu'on est vraiment face à un langage qui est vraiment complet, avec lequel on peut vraiment tout faire.
Dans la prochaine vidéo, je vais encore vous parler des fonctions, puisqu'une fonction, c'est aussi quelque chose d'important dans les langages de programmation. Ça permet de factoriser du code, de ne pas avoir à dupliquer le code, et lorsque vous allez faire une maintenance, en fait, vous allez avoir à modifier qu'une seule ligne de code à la place d'avoir à chercher toutes les occurrences de cette ligne qui pourrait se trouver dans un programme. Donc je vous dis à très vite pour parler de fonctions en shell bash, et je vous souhaite une bonne journée.